est-ce que vous avez conscience de l'ampleur de l'annonce? Non mais là, c'est comme si vous m'annonciez la fin des temps. Waouh. Et ben voilà, ça c'est une annonce qui annonce. Voilà, merci en tout cas, merci de votre confiance, merci beaucoup, merci, excusez-moi. SmackDown Recap, on est parti, on va mettre les deux pieds dans le plat directement. Oui bon, vous l'avez vu, il y a des grosses annonces qui sont tombées récemment pour le catch FR. Baron Corbin sera donc bel et bien présent à Lille, très exactement au Casino Barrière pour le compte de Banger Zone Wrestling, ça sera le 5 juillet. Les places seront mises prochainement en vente sur leur billetterie, gros week-end en plus sur la région lilloise. Il y a du vélo, il y a du vélo, il paraît qu'il y a du vélo. Et c'est un catch français, je ne vous le cache pas, qui me fait plaisir, qui rayonne. Il y a de très belles annonces pour plein de structures différentes dans les semaines, mois à venir. Et tout ça, j'en ai parlé sur twitch.tv/Turi316, rediffusion sur la corde à linge dans nos fameuses soirées catch à l'arrache. Et hier soir, nous étions également en live sur Twitch pour Live React cet épisode de SmackDown. Ça ne s'est pas exactement bien passé. Je me suis senti comme Dominique Mysterio un soir de Thanksgiving, mais c'est pas grave, on sera de retour lundi pour React, ce dernier show en Europe qui se tiendra au même endroit que cet épisode de SmackDown, à savoir la célèbre et fameuse O2 Arena de Londres. Dans cette soirée du vendredi 27 mars 2025, Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk allaient se retrouver pour signer leur contrat, officialisant le match à WrestleMania. Il avait déjà été officialisé, mais bon, on signe un contrat. Il y a des clauses, attention, CM Punk il veut lire toutes les petites clauses. Et bah croyez-moi, suspense à balle, il fallait bien rester jusqu'à la toute fin de cet épisode de SmackDown, des petites subtilités s'y sont glissées. Et on est parti dans cette salle, pas totalement remplie de l'O2, mais quand même 15 000 personnes, c'est la plus grosse affluence, il me semble, sur cette tournée européenne, avec un public anglais qui était particulièrement à la fête et investi. Enfin, ça dépend à quel moment. Arrivé à l'arène des superstars, dont Charlotte Flair, qui ce soir affrontera en mano à mano Michin, et LA Knight, défend son championnat des États-Unis contre Braun Strowman, et le babyface poster boy de la compagnie, le champion WWE indisputé en titre Cody Rhodes, est présent ce soir à SmackDown, et c'est même lui qui a l'honneur d'ouvrir cet épisode. Des acclamations, des vivas, les chants Cody Rhodes à la manière de Daddy Cool, Boney M. C'est limite devenu un hymne du catch qui est pas trop compliqué à chanter puisqu'il y a que deux mots, Cody et Rhodes, c'est assez facile. Ça ne s'arrête même jamais, Cody il a du mal à en placer une. Alors Londres, de quoi voulez-vous parler? Évidemment, les chants contre John Cena se font entendre, John Cena sucks, il y a quelques petits Let's Go Cena à côté. Et bien justement, parlons de ce John Cena qui va viser à WrestleMania son 17e titre et rentrer ainsi dans la légende. Ce lundi, on se fera face au même endroit, même arène, ici à Londres, et il est déjà interrompu par la musique de Randy Orton. Et ça, c'est intéressant. Ça, j'ai trouvé ça pertinent. Confronter le mentor historique de Cody Rhodes à ce même Cody Rhodes porteur d'espoir et d'avenir. Un Randy Orton qui connaît très bien John Cena, et pourtant, quel dommage, il va aborder à peine le nom de John Cena dans cette promo. Ça va être, après, bah oui, encore une fois, la longue entrée de Randy Orton, les acclamations du public, les gens qui chantent son thème, on coupe la musique, c'est karaoké. Non, pour l'instant, Londres, c'est clair, vous régalez. Randy Orton, que des bons mots au sujet de Cody Rhodes, c'est quand même incroyable, je t'ai connu, t'étais tout gamin, t'as travaillé plus que les autres. T'as eu les balls de quitter WWE quand ça n'allait pas pour toi, pour te reconstruire, te réinventer en dehors du système, et ça, pour ça, il lui tire son chapeau. T'as combattu Seth Rollins avec un pec déchiré dans ce Hell in a Cell, et t'as gagné, t'as terminé ton histoire, regarde-toi, si l'industrie du catch se porte aussi bien, c'est à 99% grâce à toi. Alors là, Cody Rhodes, il est ému, hein. Non, mais là, vraiment, on lui a fait un portrait, le frère. Ah non, l'artiste Randy Orton, ça, c'est peint à la main, ça, c'est magnifique, c'est pas du tout reproduit par IA façon Ghibli. Randy Orton, dans le texte. Mais attention, Cody Rhodes, parce que là, tu vas battre John Cena. Moi, je vais punter la tête de Kevin Owens jusque dans la 3e galaxie. Ok, après ça, il y a John Cena, il veut son 17e titre. Mais moi, je veux mon 15e. Moi, je vais venir à la chasse pour ce titre-là. Mais je vais pas te le faire dans le dos, je vais pas te la faire à l'envers, je te la ferai de face. Et sur ces
déclarations qui sont quand même assez inspirantes pour la saison à venir, eh bien la musique de Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre, il va se plaindre de tous les coups fourrés qu'on lui a fait pendant toute l'année, il aurait dû être à la place de John Cena, et le guerrier écossais, il est un peu amusé des déclarations de Randy Orton parce qu'il se dit, bah attends, vraiment, Randy, t'as l'air beau, t'as l'air frais comme ça de l'extérieur, mais je sais qu'à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'il l'a pas évoqué Drew McIntyre, mais Randy Orton, c'est vrai qu'il reste pas avec un excellent momentum en Premium Live Event, il a besoin d'une victoire impérativement contre Kevin Owens. Alors Drew McIntyre, une fois qu'il se sera débarrassé de l'Undertaker de Temu, comme il l'a appelé, bah ouais, Damien Priest, bah ouais, il compte bien lui aussi se positionner pour aller chercher le titre de Cody Rhodes. Il a rappelé aussi qu'il avait mis tout le monde en garde sur la vraie nature de John Cena, encore une fois, un point pour Drew McIntyre. Le public, il est un peu avec Drew McIntyre, hein. Il est plutôt bien accueilli sur les terres du Royaume-Uni, par contre Cody Rhodes, ça lui plaît pas trop. Alors, le petit ton arrogant, tout ça, ça part en bagarre, ça a failli se terminer par un RKO, mais Drew McIntyre a fait machine arrière, et figurez-vous que ce soir, bah c'est pas le main event. Et bah Drew McIntyre contre Randy Orton sur le papier, ça envoie du lourd. Alors ces trois bons orateurs, ces trois personnages très importants, c'était intéressant de mixer un petit peu les programmes, de croiser les effluves, comme on dit dans SOS Fantôme. Mais on reste en surface. On aurait pu aller beaucoup plus loin, alors après, nous mettre plus loin, est-ce que ça nous frustrerait pas l'idée de vouloir voir un Randy Orton, Cody Rhodes plus vite sur le papier? Ça prend beaucoup de temps aussi à s'installer, parce que y a le public qui chante, on laisse le public chanter, ça j'en veux pas aux superstars de WWE. Le public il vient, il paye, laissez-les chanter, laissez-les crier leur amour. Bon, ils savent quand même un peu reprendre la main sur le public, mais ça va, mais ça a pris pas mal de temps encore une fois. Bien sûr curieux sur ce Randy Orton, Drew McIntyre annoncé plus tard, mais le flair, on se doute qu'il y aura distraction, intervention et tout ce qui va avec. C'est un petit peu la méthode facile pour WWE en ce moment, et ça l'a particulièrement été lors de cet épisode. Premier combat de la soirée, c'est déjà le match pour les championnats par équipe. Les Pretty Deadly sont challengers au titre des Street Profits. On salue le nouvel annonceur de WWE qui s'appelle Mark Nash, qui a fait du bon travail sur cette première apparition. Et Elton Prince, Kit Wilson, c'est peut-être le plus grand moment de leur carrière, tenter de remporter ces championnats par équipe devant leur public londonien qui va clairement se rattacher à leur cause. On est resté sur une opposition de type Babyface contre Babyface, et à mon grand regret, cela ne va durer que 7 minutes, entrecoupées de 3 minutes de coupure publicitaire. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on leur a pas donné suffisamment de temps pour se galvaniser de cette grosse énergie du public. Il y a eu un micro suspense sur la fin, ils réussissent à porter leur finish, mais intervention sur la tentative de tomber. Et encore une fois, dans une combinaison que j'ai trouvé particulièrement fluide, parce que bah oui, les Pretty Deadly, c'est vraiment pas des peintres sur le ring, les mecs assurent. Ils vont perdre le match clean de chez clean, et attention, d'habitude je râle quand il y a des interventions, des distractions, des trucs à outrance, mais là, ça paraissait un peu anticlimatique. Et malheureusement, on perd dans ce match les Pretty Deadly. Comment se réécrire en si peu de temps pour reconcourir pour ces championnats, peut-être d'ici WrestleMania? Vous l'aurez compris, il n'y a eu aucune intervention de ni DIY, ni les Motor City Machine Guns, et tous ces gens-là, on les retrouvera dans un angle backstage où tout le monde veut à nouveau avoir une opportunité d'affronter les Profits. Un angle backstage, en plus de ça, qui n'a pas été diffusé pendant l'épisode, ça sera un contenu exclusif pour Internet. Seul le temps nous le dira si on a loupé l'occasion de faire quelque chose de grand. Bon, maintenant je suis un peu tristouille pour les Pretty Deadly, je vous cache pas, mon affect était pour eux. Plus tôt dans la journée, Kaiden Carter et Katana Chance, on les a surpris en pleine discussion avec Zelina Vega. Elles ont été interrompues par la championne des États-Unis, Chelsea Green, et toute sa cour. Elles répondent désormais au nom de clan Secret Service, un jeu de mots subtil pour dire que voilà, elle a ses services secrets, Chelsea Green, voilà. Et grande nouvelle et grande première, puisque Katana Chance et Kaiden Carter, elles vont catcher pour la première fois à SmackDown depuis qu'elles y ont été draftées au mois de décembre. On est quoi? On est le 28 mars. Il fallait trouver de la place. Attends, SmackDown, c'est pas comme si c'était une émission qui durait 3 heures. Et elles vont tout de suite aller affronter Piper Niven et Alba Fire. Alors bravo mesdames, parce que pour les seulement 6 minutes qui vous ont été allouées, comprenant bien évidemment une coupure publicitaire, c'était de l'action non-stop, c'était plutôt fluide dans le ring, et le public a préféré chanter son désamour de l'Écosse et son désamour pour le club de Tottenham. Voilà, ils en avaient rien à foutre du match en réalité. Chelsea Green à l'extérieur du ring, elle a distrait Kaiden Carter et Katana Chance, elles ont perdu le match, Piper Niven reste forte. Zelina Vega a tenté de faire le save et s'en prendre à une Chelsea Green, la pauvre, la championne, elle est en talon, comment tu veux qu'elle se batte? Elle tente quand même des moves, Chelsea Green. Heureusement, Alba Fire, elle veille au grain, et les 3 heels restent debout à la fin. Il n'y a pas véritablement de choses très excitantes qui s'écrivent pour les semaines à venir, étant donné que les Babyface viennent de perdre 2 semaines d'affilée.
On a une nouvelle intronisation au Hall of Fame, et figure-toi qu'on va pas y introduire un catcheur, mais plutôt un match. Ben ouais, on introduit un match, le match de catch de WrestleMania 13 entre Bret Hart et Steve Austin. Peut-être pour certains, un match qui à juste titre serait le meilleur combat de tous les temps à la WWE, avec le double turn et tout, avec Ken Shamrock, ça c'est plutôt bien. Et ben on introdit un match de catch Hall of Fame, et ben figurez-vous que SmackDown c'est la terre du catch, il y a du catch sans arrêt, il y avait 6 matchs au programme, en tout et pour tout. Le champion des États-Unis vient au ring, LA Knight, yeah, contre Braun Strowman, évidemment dans une configuration babyface contre babyface, avec, on se doute, un Jacob Fatu qui a un petit peu un regard sur ce qui pourrait potentiellement se passer entre ces deux hommes, bien évidemment, après un solide combat, je vais pas trouver ça déconnant, avec un Braun Strowman qui a fait un peu moins de tout droit que d'habitude. Et bah pareil, un peu plus de 6 minutes de match, coupure publicitaire incluse, Braun Strowman qui était en contrôle sur le match, il s'apprête à faire son petit train à l'extérieur du ring, et ben le petit train, il a été arrêté en gare. Bim, gigantesque coup de coude de la part de Jacob Fatu, grosse réaction de la part du public, Jacob Fatu est clairement le plus over des trois, et Jacob Fatu, il va défoncer LA Knight, et il va défoncer à plusieurs reprises, une fois de plus, Braun Strowman. Avec cette intervention de Jacob Fatu, est-ce que Braun Strowman, il a gagné le match, puisque c'est lui le premier qui a été attaqué? Eh ben non, on a décidé officiellement que c'était un no contest. Ah ouais, non, mais les règles, vous les appliquez vraiment une semaine sur deux, c'est pas une victoire de Braun Strowman de ce fait, et il est pas champion des États-Unis. Parce que le titre, il peut pas changer de main sur une disqualification, mais on s'en fout, c'est un no contest. Et de ce fait, vous l'aurez compris, les combats de catch deviennent un peu insignifiants. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ben on va retrouver Jacob Fatu backstage, alpagué par Tama Tonga et Solo Sikoa, enfin c'est surtout Solo Sikoa qui parle, Tama Tonga il reste toujours un peu silencieux. Et Solo il râle, il dit oui, tu fais les trucs tout seul, tu nous tiens pas informés. Jacob il dit qu'il a pas besoin d'eux, c'est une affaire entre lui et Strowman, il veut être le dernier homme debout, et il est prêt à faire ça avec ou sans leur aide. Et ça a été marrant, parce que quand il a dit avec, il a regardé Tama Tonga, et quand il a dit sans leur aide, là, il a regardé Solo Sikoa. Et là, c'est pas bon pour Solo Sikoa. Toujours un peu de sous-texte. Peut-être de ce fait, vu qu'on a évoqué le dernier homme debout, un last man standing à venir entre Braun Strowman et Jacob Fatu, mais pour quand, ça n'a pas été annoncé, on découvrira. La semaine prochaine, SmackDown est à Chicago. Promo package de Naomi, figure-toi. Ils ont fait un beau promo package pour justifier son attaque sur Jade Cargill. Bah, elle est jalouse. Voilà, ni plus ni moins. Bon, attention, elle y met du cœur. Il y a une larme qui coule le long de son œil. Elle est fort impactée, elle est fort émotive. Elle est ok avec l'idée de passer pour la méchante. Mais en réalité, qui c'est qui a toujours été l'ami de Bianca Belair, et qui c'est qui a remplacé l'amitié de Naomi pour Bianca Belair? C'est Jade Cargill. Elle arrive, elle se sert. Alors que moi, je me casse le cul depuis des années. Voilà, vous la voyez, ma rancœur. Il y a beaucoup de rancœur. Il y a énormément de rancœur. Elle invente des histoires. Non mais Naomi, c'était limite si la meuf, elle nous avait pas dit que Bianca Belair c'était sa partenaire depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal. La menteuse, elle a fait équipe avec Bianca Belair seulement au moment où Jade Cargill, elle s'est fait tamponner par Naomi justement. Alors Jade Cargill, figure-toi qu'elle a regardé le promo package, elle a dit à Nick Aldis, elle est où Naomi, je vais l'attraper. Bah Nick Aldis, il a pas l'air d'être au courant si Naomi elle est là ou pas, donc Jade Cargill, elle est énervée. Mais elle croise qui en sortant du bureau? Bah elle croise Bifab et Michin. Et elle va peut-être se faire des nouvelles potes parce que Bifab et Michin, elle lui apportent son soutien. Elles font bon là on est occupé, on doit gérer les affaires de Charlotte Flair, mais meuf, on est avec toi, on est compréhensive. Alors bim, ni une ni deux, Michin elle va pour son combat, suivi par Bifab, on fait la petite pause, on attend Charlotte, et ben on va pas attendre longtemps puisque Naomi, elle vient les attaquer toutes les deux dans le dos. Et Naomi, on sait pas par où elle est arrivée, est-ce qu'elle a badgé, est-ce que Nick Aldis était au courant, j'en sais rien. Donc Naomi, elle fout un finish à Michin, elle va s'occuper de Bifab à l'extérieur du ring, elle a la musique de Jade Cargill. Naomi, je sais pas si elle est malentendante, mais elle réagit pas. Jade Cargill qui arrive, qui se rapproche, bah là elle a 2 cm de toi. Ah, Naomi, ça y est, elle se sauve. Jade Cargill, elle est pas du tout intéressée pour prendre en chasse Naomi, figure-toi. Bah non, elle est plus intéressée à escorter Bifab, qui a l'air blessé, qui a l'air malade. Oh là, et Michin, elle s'en fout un peu. Et là, hop, elle remonte la rampe, elle escorte Bifab, et là, hop, la musique de Charlotte Flair. Et là, dès que Charlotte Flair, sa musique, elle arrive, là, Jade Cargill, elle aura plus rien à foutre de Bifab. Non, elle préfère faire un gros face-off avec Charlotte Flair. Mais ça nous écrit quoi, ça, pour les jours à venir? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste les égos? C'est les égos? On fait juste les égos, ok, très bien. Et bah Charlotte Flair, elle va faire son arrivée, elle va affronter une Michin qui est à moitié pétée à cause de l'attaque de Naomi. Elle lui met une big boot en première intention pour un compte de 2. Bah ouais, dégagement, ça part à la pub. Au retour de pub, Michin, elle réussit des bons comebacks, elle est très en confiance, elle pose des gros problèmes à Charlotte Flair qui de ce fait paraît un peu faible, de pas réussir à battre facilement une meuf qui a déjà été attaquée avant le match. Et Michin, elle va nous faire une tout droit dans l'escalier d'acier, elle va se faire péter la beuge, puis figure eight leg lock, elle abandonne. Charlotte Flair, bien évidemment, remporte la victoire, c'était logique sur le papier. Pas d'aftermatch impliquant Tiffany Stratton, au grand regret du public, parce que Charlotte Flair, elle avait pas les bonnes grâces du public londonien. Tiffany Stratton, elle va faire une promo backstage au micro de Jack
Jackie Redmond, et j'ai trouvé une meilleure promo que la dernière fois. Alors ça part pas forcément bien cette promo, parce qu'elle nous dit, face à Charlotte Flair à WrestleMania, en réalité, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah je sais pas, ton titre de championne. Non, je vous dis, c'est Charlotte Flair qui a le plus à perdre. Ce serait humiliant pour elle de perdre contre une petite fille de 25 ans, une rookie totalement délue, ce serait quand même la risée quand on s'appelle Charlotte Flair de perdre contre Tiffany Stratton. Elle nous dit que Charlotte Flair, elle est pas en confiance non plus parce qu'elle lui a pas laissé la parole la semaine dernière. Elle a préféré s'écouter parler pour se rassurer selon elle. Et Charlotte Flair, crois-moi, ce qui se passera à Vegas restera à Vegas, ainsi que ton ego une fois que je t'aurai battu. Il y a eu des chants pour Tiffany Stratton. C'est vrai que ça a démarré étrangement, mais le point était plutôt bien et bien accueilli, surtout de la part du public qui a chanté son nom, donc tant mieux pour elle. Avec la promo de la semaine dernière et cette petite promo d'aftermatch, je regagne un petit peu d'intérêt pour le truc. On va voir comment ça se passera quand les deux femmes se recroiseront peut-être verbalement. La semaine prochaine, on nous a annoncé un combat entre Naomi et Bifab. Bon, ça ne concernera ni Tiffany Stratton ni Charlotte Flair, visiblement. Randy Orton contre Drew McIntyre. Il y a une longue entrée pour Randy Orton, bien évidemment. On est parti à la pub, retour de pub, des promo packages pour Triple H qui va être intronisé au Hall of Fame. Vous le saviez, hein, mais ça on nous le dit à chaque émission. Arrive alors Drew McIntyre qui va prendre le petit ascendant sur le début du combat. Il fait tout de suite chuter Randy Orton. Il se fout un petit peu de sa gueule. Ça se délocalise à l'extérieur du ring. Il va tenter la back suplex sur Orton sur la table des commentateurs. Se faire contrer. C'est lui qui va s'installer gentiment sur la table, qui ne pète toujours pas. Hein. C'est quand même depuis le début du mois de janvier que cette table elle reste très solide. Un match sans grande prétention mais qui va garder le public particulièrement investi. On a joué quand même le terrain de la grande facilité pour l'écriture de la fin de match. Le comeback classique de Randy Orton avec, bah oui, la salsa habituelle, hein, corde à linge, power slam, DDT c'est contré, DDT ça passe en seconde intention. On est prêt pour porter le RKO et là le regard de Randy Orton qui se tourne vers la rampe d'entrée puisqu'il y a Kevin Owens qui est en train d'arriver. Alors ça le distrait et Claymore Kick, voilà, de Drew McIntyre, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Drew McIntyre, il peut sortir le champagne. Kevin Owens, il est bien ravi d'avoir baisé Orton. Et la bagarre entre Randy Orton et Kevin Owens, elle va se poursuivre en aftermatch. Avantage Randy Orton, qui était peut-être sur le point de punter Kevin Owens. On nous tease le punt, on nous le tease, mais c'est pas pour ce soir, bien évidemment. On nous le gardera bien au chaud, bien au frais pour WrestleMania à Las Vegas. Les vidéos teaser, les vidéos teasing, j'en parle maintenant. Aleister Black, est-ce que c'est lui? Alors, est-ce que c'est lui? Bon, là, il y a des silhouettes, il y a des signes, il y a des chiffres qui apparaissent, un 4, un 25, qu'est-ce que c'est que ce... Le 25 avril, voilà, post-WrestleMania. Ça semble se confirmer, mais il n'y a toujours pas de validation sur Aleister Black ou pas Aleister Black. En revanche, pour le pro package teasant l'arrivée prochaine de Rey Fenix, et ben Rey Fenix a été clairement identifié et nommé. Rey Fenix s'appellera la WWE Rey Fenix. Et il va débuter la semaine prochaine pour l'épisode de SmackDown à Chicago. On ne connaît pas encore son adversaire. Je le redis encore une fois, je me répète, je radote, je suis vieux, mais très bon choix de la part de WWE d'avoir séparé d'un côté Rey Fenix à SmackDown, Penta du côté de Monday Night Raw, parce que si vous ne le saviez pas, Penta et Rey Fenix sont frères à la vraie vie. C'est des frères. C'est des frères. C'est une grande équipe de catch, les Lucha Brothers. Donc c'est bien, on va les garder éloignés. Et le jour où ils vont se retrouver, ça va être quelque chose d'incroyable. Ça va être le feu, ça va être... Puis ils sont forts hein, dans le ring, les deux, oulala, ensemble. On peut peut-être les mettre dans la discussion des meilleures équipes de l'histoire. Ah, oula. Parlons des meilleures équipes de l'histoire. Jimmy Uso, on nous a remontré la baffe qui a résonné à travers le monde entier. La baffe sur Gunther. Attention, Jimmy Uso contre Gunther lundi à Monday Night Raw. Mais Jimmy, c'est un mec de SmackDown. Donc Jimmy, il est backstage, il répond aux questions de Jackie Redmond. Il est prêt à terrasser Gunther. Bah alors, si terrasse Gunther, ça veut dire quoi? Qu'il est meilleur que Jey Uso? Bon, de toute façon, là-dessus, on peut pas faire machine arrière, mais on est très excité pour ce match. Je suis très excité pour ce match. En revanche, il y a des gens qui font la morale à Jimmy Uso, et ces personnes, ce sont le Miz et Carmelo Hayes. Bon, c'est surtout le Miz qui parle. Oui, Jimmy Uso, pour qui tu te prends? T'es juste considéré comme l'autre Uso avec un peu moins de succès. Gunther, c'est le général des rings. Moi, je suis le Miz, je m'y connais en main event de WrestleMania. J'ai gagné le main event de WrestleMania contre John Cena. Bon, il nous rappelle toujours la même histoire. Et surtout, il met en garde, hein, Jimmy Uso, hein, t'avises pas d'essayer de mettre une baffe. Hein. Jimmy, il fait une feinte, il fait une feinte de baffe, et le Miz, évidemment, il se cache, ah là là, j'ai peur. Et Jimmy, en fait, il a une bonne idée, il fait, bah le Miz, t'es là, je suis là, ce soir, SmackDown, viens, on s'affronte, et bah allez, on est parti, bah ouais. Bah un petit Jimmy Uso contre le Miz, pour donner du momentum à Jimmy Uso avant d'aller perdre et de se faire terrasser par Gunther lundi à Raw. C'est plutôt malin, c'est plutôt pas mal, et c'est un match de catch sans prétention. Non, ils leur ont donné 8 minutes, ni plus ni moins, les combinaisons sont un petit peu les mêmes
même que d'habitude. Sans être mauvais, c'est pas non plus excitant, et c'est, bah là pour le coup, et c'était bien joué, la bonne décision ce soir, la grosse victoire bien clean de Jimmy Uso face au Miz, qui a absolument pas été assisté dans ce combat par Carmelo Hayes. Bon, là, on a bien fait les choses. Backstage, en revanche, c'est Drew McIntyre, alors ça jubile, hein. Drew McIntyre, il a battu Randy Orton, et il a le culot de nous dire, vous avez vu, quand on n'intervient pas dans mes affaires, eh ben je gagne. Voilà, quand il y a personne qui se mêle de mon business, là, tu vois, c'est... Bah si, il y a Kevin Owens qui t'a donné la victoire. Mais ça, bon, il est de mauvaise foi. Par contre, il est de bonne humeur. Hein, il nous dit, je vais vous inviter tous là à aller boire un coup dans les pubs et tout. Voilà, belle soirée, c'est moi, Londres, je régale. Et il passe la porte du parking et là, il y a Damien Priest qui l'attend dans le parking. Et il est pas content, Damien Priest. Bah non, l'autre, il a dit que c'était l'Undertaker de Temu. Donc, il lui casse la gueule. Il commence à lui matraquer le visage sur le coffre d'une bagnole. Et là, le mec qui est dans la bagnole, il fait, attendez, c'est ma bagnole. Hop, Damien Priest, rien à foutre. Le mec, on sait pas si c'est un acteur, un figurant, un voiturier. Hop, il se fait passer à travers une table. Damien Priest, il est remonté, bagarre. Et on arrive sur le capot de la bagnole. McIntyre, il fait un comeback, il se prend les doigts dans les yeux. Et choc slam sur le pare-brise. Oh, vite, appelez de la sécurité, c'est grave, c'est peut-être du vrai verre, pleure-moi une rivière. Et Damien Priest, il dit à McIntyre, alors t'as d'autres blagues à raconter, voilà, rest in peace. Il lui a dit rest in peace, Undertaker de Temu. Et hop, il s'est barré. Voilà, là on reprend un petit peu d'intérêt dans le programme, hein, parce que Damien Priest s'est quand même fait poutrer pendant les 2 dernières semaines. Et cerise sur le gâteau, c'est à ce moment-là qu'est arrivé CM Punk, escorté par de la sécurité évidemment. Toute la soirée, on a vu des Roman Reigns, des Seth Rollins arriver, de la sécu autour d'eux pour la grosse signature de contrat. Et CM Punk, bah il a vu Drew McIntyre, hein, c'est du vrai verre, pleure-moi une rivière. Et bah oui, bah voilà, à Londres en plus. À Londres, putain, ils ont fait ça à Londres quoi. Hein, vous avez la ref? Oh, je vais pas expliquer la ref. J'ai pas la force d'expliquer la ref. Je vais partir du principe que vous avez tous la ref. Mais ils ont encore fait une référence à All Elite Wrestling. On nous remonte tout ce qui s'est passé avec John Cena et Cody Rhodes lundi dernier à Monday Night Raw et on nous a même remonté ce qui s'était passé lundi précédent à Bruxelles pour faire des échos, des passerelles, etc. Les deux hommes se reconfrontent ce lundi à venir à Londres dans cette même salle, dans cette même arène où ça y est, on est prêt. Nick Aldis, il a préparé une table avec 3 chaises, hein, étant donné qu'ils sont 3 à devoir signer, et l'arrivée de Roman Reigns. Bon, ça prend du temps, l'arrivée de Roman Reigns, bien sûr, hein, 5 minutes avec la coupure publicité au milieu, voilà, 5 minutes, le temps de lever le doigt, le temps que le public se mette à chanter pour Roman Reigns, sur la même mélodie que pour Cody Rhodes, hein, de Daddy Cool, de Boney M, Roman Reigns. Voilà, vous avez déjà mis le chant sur quelqu'un d'autre, mais c'était le chant de Cody. Roman Reigns, il est content. Roman Reigns, il fait, oh là là, j'adore quand vous chantez avec vos belles voix et tout. Et Paul Heyman, il se met à chanter à côté. Mais il dit, Roman Reigns, il passait sa meilleure soirée. Il a dit, bon, bah, une fois qu'il a repris un peu le contrôle sur les gens, il a dit, bon, je suis venu pour 2 choses. Me faire reconnaître par le public de Londres, voilà, Londres, à l'Olejmi, tout ça, c'est fait, check. Et signer un contrat, voilà, c'est fait, check. Parce que ça n'a rien à foutre que les autres soient là. Maintenant, permettez-moi de me libérer de mes obligations. Hop, la musique de Seth Rollins. Bon, il est pas content, Roman Reigns, parce qu'apparemment, il aime pas la musique de Seth Rollins, Paul Heyman non plus. Donc Seth Rollins, il fait, bah, comme la semaine dernière, une longue entrée, le temps que les gens, ils chantent haut et tout ça. C'est un peu marrant, parce que Seth Rollins, il provoque Paul Heyman, il lui tend le micro. Bah là, tu chantes pas, bizarrement. Bah là, il chante pas. Et Seth Rollins, bon là faut aller vite parce que l'émission se termine bientôt. Seth Rollins, il va quand même déballer encore un peu d'histoire commune entre lui et Roman Reigns. Il fait, tu te rappelles, il y a 12 ans, ici à Londres, après WrestleMania, on avait fait la powerbomb sur l'Undertaker à travers la table, on était arrivé en hélicoptère, toi et moi, à l'époque, on a changé les fondations de cette industrie et Roman Reigns, ça l'impressionne absolument pas. Il dit, comment ça, toi et moi? Toi, t'as rien fait du tout, c'est moi qui ai tout changé, le chef tribal et tout, donc tu vas la fermer. C'est moi seul qui ai rendu cet endroit attrayant, c'est grâce à moi qu'on a un deal sur Netflix à plusieurs milliards de dollars. Rollins a dit que Roman Reigns, il ignore totalement la situation, il ignore tout du danger. Il aurait dû décapiter CM Punk dans la cage au War Games, mais il l'a pas fait. Pareil, t'es intervenu dans le match en cage, voilà, moi j'aurais pu aussi lui couper la tête, mais CM Punk, c'est une hyène. Toi, au lieu de le tuer, t'as préféré lui serrer la main, et c'est toujours la même chose avec toi, tu fous la merde, et moi je suis là derrière pour nettoyer. Oh, c'est pas gentil. Bon, voilà CM Punk, bien sûr. CM Punk, le 3e, grosse réaction de la part du public, on chante le thème de CM Punk, il fait son arrivée. Bon, on n'a pas le temps de communier. CM Punk, il vient, il s'assoit, il nous dit « Je suis venu à Londres pour 2 choses, mâcher du chewing-gum et signer un contrat. Bah, figurez-vous que j'ai plus de chewing-gum, donc, eh ben, on va signer le contrat. » Alors attention, CM Punk, il nous l'avait promis. Il allait regarder le contrat dans le détail, lire les petits caractères, les petites lignes. Et là, putain, il y a 5 pages dans le contrat. T'as 5 pages pour officialiser un match de catch, les frères, c'est pire que le service administratif
administratif français, là, qu'est-ce que vous faites? 5 pages pour officialiser un match? Ah, je serais curieux de savoir ce qu'il y a. Donc là, il lit. Bon, il y a Roman Reigns qui s'agace, il fait, bon, ça va, tu vas pas tout lire non plus. On est à la télé, faut du rythme et tout. CM Punk, il donne même pas l'heure à Roman Reigns. Il continue de regarder les petits caractères, les lignes, et là, Roman Reigns, il s'agace, il dit, bon, Paul Heyman, dis-lui d'abréger, là. Et là, Paul Heyman, il s'approche de CM Punk. Il lui dit, Punk, voilà ce qui se passe. Je sais ce que tu cherches et c'est dans le contrat. Voilà. Oh, mais c'est peut-être ça la faveur, Paul Heyman, CM Punk. Et il fait le reveal, Paul Heyman. Ça sera bien le main event de WrestleMania. Oh, ah bon, comme ça? Oh, il n'y a pas besoin de gagner un Elimination Chamber ou un Royal Rumble. Les trois, là, ils font le main event. Bon, on se posera des questions plus tard parce que pour CM Punk, quand il apprend la nouvelle, ouais, il est ému. T'as tout le public qui chante You deserve it. Pour le coup, est-ce qu'il a vraiment mérité? Non, la scène est belle, la communion avec Paul Heyman, CM Punk qui sèche ses larmes, voilà, c'est beau, putain, c'est beau, il fait le main event de Mania. Ça plaît pas à Seth Rollins, ça. Oh, Seth Rollins, il est bougon, il fait, bah non, mais il mérite pas, on devait se battre pour que jamais il puisse vivre son rêve, qui main event Mania. Et Roman Reigns, lui, ça l'amuse en disant, regardez, il va vivre son rêve, c'est beau. Et CM Punk, il se tourne vers le public londonien, il dit, merci Londres, merci Chicago, merci à tous les gens qui m'ont soutenu et qui ont chanté mon nom pendant 10 ans dans cette compagnie. Ça y est les mecs, on l'a fait, on va main eventer WrestleMania. Et moi je pense très fort à ceux qui ont gagné le Royal Rumble, Charlotte Flair, Jey Uso, ça a pas main eventé Mania, ça... Merci, on l'a fait. Et Roman Reigns il fait, attends, pourquoi tu dis merci à eux? C'est à moi que tu devrais dire merci, tu devrais reconnaître ton chef tribal parce que c'est quand même grâce à moi que tu fais le main event de Mania. Et là CM Punk, il se tourne vers Roman Reigns, il plie le genou le con et il commence à dire très solennellement, je te remercie, chef tribal, détenteur du Hula Fala, Roman Reigns, sa majesté, le Big Dog. Bon, ça lui plaît un peu moins, Roman Reigns, le gros chien, il aime plus, hein, c'est plus trop le gros chien. Hein. Merci d'accepter ce petit enfant de Chicago à votre table, parce que toi et moi, on va partager le main event de WrestleMania. Et là, Seth Rollins, il s'agace encore un peu plus, c'est rigolo. Mais CM Punk, au tout dernier moment, alors qu'on nous avait déjà mis les crédits de fin et tout, hein, il a lâché à Paul Heyman. Mais c'est pas ça ma faveur. Et hop, end scene. Et tout quoi? Alors déjà, c'était bien mieux que la semaine dernière, parce qu'encore une fois, signature de contrat, personne se bagarre, et pourtant il y avait du monde à la sécurité. Oh là là, on nous a mis tous les talents de la scène UK, des Kid Lykos, des Damian Corvin, des Will Cruz, des Tate Meffers. Voilà, le fameux Tate Meffes, c'est lui, Tate Meffes, il était là. Ils font donc le main event. Je sais pas de quelle nuit, je me suis pas renseigné, ça se trouve John Cena et Cody Rhodes, ils font pas le main event. Et ça s'est arrêté là. De ce fait, ma curiosité est piquée pour, déjà, l'épisode de la semaine prochaine qui se tiendra à Chicago. Ça, c'est assez intéressant hein, dans le calendrier. Et bien évidemment, lundi, Monday Night Raw, je vais pas vous embêter plus longtemps, c'était mon recap de SmackDown. J'ai passé un moment agréable grâce à l'atmosphère de ce public anglais qui était vraiment très chaude, très bouillante. Dans l'écriture, il y a des hauts et des bas, mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que vraiment les combats de catch en weekly deviennent de plus en plus insignifiants, et même pour des combats de championnat, je trouve ça un peu triste, un peu dommage, je vous le cache pas. J'ai un petit peu mal à mon catch, mais bon, c'est mon catch. Mon catch n'est peut-être pas le même que le vôtre. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Baron Corbin viendra à Lille, je le rappelle, le 5 juillet, Casino Barrière, chez Bangers on Wrestling, les places sont mises en vente la semaine prochaine. Suivez BZW sur leur réseau. Tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.